Parfois, il y a des affaires qui nous forcent à tout remettre en question. Celles qui touchent aux limites de notre compréhension de la justice, mais aussi de l'esprit humain. L'histoire qu'on va voir aujourd'hui est l'une d'elles, et tout commence par un geste presque inconcevable. Voilà, c'est aussi brutal que ça. Un homme, en attente de son procès, commet cet acte d'une violence inouïe sur lui-même. C'est le point de départ de tout, le geste qui a littéralement mis la justice sur pause. Et face à ça, évidemment, une question fondamentale se pose. Comment est-ce qu'on peut juger quelqu'un qui en arrive à faire une chose pareille? Est-ce même possible? C'est tout le dilemme qu'on va décortiquer ensemble. Mais avant d'arriver à cette question de compétence juridique, il faut comprendre pourquoi cet homme est en prison. Il faut revenir en arrière, au crime qui a tout déclenché. L'homme au cœur de cette histoire, c'est lui, Robert Brandon Keller. Au moment des faits, il a 29 ans. Et les charges qui pèsent contre lui sont extrêmement graves. On parle du meurtre de Bruce Dupris, commis avec une grande violence, mais aussi du vol de sa voiture et de son téléphone. Bref, les enjeux de ce procès sont colossaux. Pour se repérer un peu, tout commence le 14 octobre 2024 avec la découverte du corps de la victime. Puis, une fois arrêté, Keller commet cet acte d'automutilation en prison. Et cet acte nous amène directement au 10 février 2026, le jour où un juge doit prendre une décision absolument cruciale sur sa capacité à être jugé. C'est vraiment cet acte d'automutilation qui a tout stoppé net. Le système judiciaire a dû, en quelque sorte, appuyer sur le bouton pause. Car avant de pouvoir juger le crime, il fallait répondre à cette question préliminaire. Robert Keller est-il seulement en état d'être jugé? Attention, c'est un point super important. La question ici, ce n'est pas de savoir s'il est coupable ou non, ni même de savoir s'il était sain d'esprit au moment du crime, ça, c'est autre chose. Non, la question de l'aptitude à être jugé est beaucoup plus pragmatique. Est-ce que l'accusé, là, maintenant, a la capacité mentale de comprendre ce qui lui arrive et de participer à sa propre défense? En fait, tout ce concept repose sur deux piliers, deux critères très simples. Premièrement, est-ce que l'accusé comprend de quoi on l'accuse? Et deuxièmement, est-ce qu'il est capable d'aider son avocat à préparer sa défense? C'est tout, c'est sur ces deux points que tout se joue. Bien sûr, un juge ne peut pas décider de ça tout seul. C'est pour ça que le tribunal a fait appel à des experts psychiatriques. C'est la procédure normale, et dans un cas comme celui-ci, c'est une étape absolument cruciale. Et les résultats de ces expertises, eh bien, ils sont sans appel. Pour le premier pilier, comprend-il les accusations? La réponse est oui. Pour le second, peut-il aider sa défense? La réponse est oui également. Donc, malgré son acte terrible, les experts estiment qu'il a bien les capacités mentales requises par la loi. Pour le dire autrement, la conclusion officielle est sans la moindre ambiguïté. Les experts affirment qu'il remplit les deux conditions nécessaires pour que le procès puisse y aller de l'avant. Alors, maintenant que le juge a ce rapport d'experts entre les mains, que va-t-il décider? C'est le moment où la pause se termine et où la justice doit décider de la marche à suivre. Et la décision est tombée. En s'appuyant sur l'avis des experts, le juge a statué que Robert Brandon Keller était bien apte à être jugé. La procédure judiciaire, qui était suspendue, va donc pouvoir reprendre son cours. Cette affaire nous laisse avec une question assez vertigineuse quand on y pense. Un acte aussi extrême, ça nous paraît être la preuve même de la folie. Et pourtant, pour la justice, la question est bien plus technique, presque chirurgicale. Ce cas illustre parfaitement cette frontière complexe et parfois vraiment troublante entre la maladie mentale et la responsabilité devant la loi.